Aujourd'hui, il y a tellement de soleil que je suis obligée de fermer les volets pour tourner ma vidéo. Non mais est-ce que vous y croyez ça? Le printemps est là. Eh mais je crois qu'aujourd'hui c'est le printemps. C'est le printemps aujourd'hui. Oh, je suis heureuse. Aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps qu'on se retrouve pour discuter un peu de ces livres que j'ai lus récemment ou pas très récemment, mais dont je n'aurais pas encore parlé. Donc hors challenge février tapal, puisque je vous ai fait un vlog sur toutes mes lectures du mois de février. Bah, c'était la dernière vidéo d'ailleurs, mais ça remonte un peu déjà. Vous m'avez manqué d'ailleurs. Mais il y a des petites choses que j'ai lues début 2021, voire même fin 2020, dont je n'ai pas encore parlé, parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion. Et il est grand temps qu'on le fasse aujourd'hui. Et je vous propose qu'on commence avec deux lectures graphiques plutôt légères que j'ai lues pour me faire du bien et qui m'ont sorti un peu de ce quotidien gris et tout pourri hein, qu'on a vécu là pendant... Voilà, qu'on continue de vivre pourri mais un peu moins gris. Cette phrase n'avait aucun sens. J'ai lu le premier tome de Aria The Masterpiece de Kozue Amano. Aria, c'est un manga qui est paru dans les années je ne sais plus combien et dont Lemon June a beaucoup parlé. Il me semble que c'est son manga préféré et elle désespérait un petit peu ces dernières années qu'il ne soit plus édité en France et donc plus trouvable. Sauf que les éditions Kiun se sont chargées il y a quelques mois maintenant de rééditer Aria. C'est un manga un petit peu fantastique, tranche de vie, en tout cas dans le premier tome, qui m'a fait moi beaucoup de bien et qui raconte l'histoire d'une jeune fille dont j'ai bien sûr déjà oublié le prénom, qui va vivre sur la planète Aqua. C'est une planète qui a été terraformée sur le modèle de Venise et donc il y a de l'eau un petit peu partout, des canaux et on se déplace en gondole. Elle est embauchée par la société Aria pour devenir gondolière puisque c'est son rêve ultime et elle va rencontrer des personnages tout mignons. Elle va rencontrer le patron de la société Aria qui est un chat. Je pense que c'est mon personnage préféré de ce manga puisque bah un chat quoi. C'était une belle introduction à l'univers je trouve qui est très onirique, très doux et qui comme je vous le disais moi m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait m'évader et c'était très sympa même si bien évidemment c'est un premier tome donc ça reste très introductif. Mais voilà, j'ai passé un bon moment, j'ai hâte de lire la suite et c'est l'essentiel. Ensuite j'ai lu Loba Loca de Run et Singelin, c'est un comics français. C'est d'ailleurs le spin-off d'un autre comics qui s'appelle Moutafoukaz et que je n'ai pas lu, sinon ce serait pas marrant. J'ai adoré cet univers très coloré qui a l'air de se passer dans une ville qui ressemble un peu à Los Angeles. J'ai l'impression que c'est plutôt proche de la frontière du Mexique même si tout ça est assez fictif il me semble. Ici on va suivre une jeune fille qui vit seule avec sa mère et qui ne connaît pas son père. Jusqu'au jour où elle découvre que il se pourrait bien que son géniteur soit une ancienne légende du catch. Notre personnage principal est une meuf assez vénère hein, et elle a tous les droits de l'être puisque au lycée ça se passe pas super bien, elle est victime de harcèlement. Au tout début du comics elle fait sa première fois avec un mec pendant une soirée mais le mec c'est clairement... J'essaie de trouver un mot pour ne pas dire de gros mots mais je trouve pas. Bon bah c'est une ordure hein tout simplement. Ça va se savoir au lycée. On a du slut shaming, on a du racisme aussi il me semble puisque elle est à moitié latina. Plein de choses pas très agréables comme ça qui s'accumulent et qui vont lui faire littéralement péter une durite et je peux la comprendre. Je pense que j'aurais pas réagi différemment à sa place. Bref, je ne veux pas vous en dire trop, mais du coup elle va se mettre à la recherche de son père et elle va tomber elle aussi dans l'univers du catch que je ne connais pas du tout. Mais j'ai vachement apprécié cette lecture aussi qui, encore une fois, est très tranche de vie. On va la suivre sur un petit laps de temps. Elle va apprendre à apprivoiser ses origines, son passé, à se connaître elle-même, à se découvrir, à s'aimer. C'était hyper intéressant, c'était rafraîchissant. Moi j'ai passé un super bon moment avec ce comics. C'était un bon moment de divertissement. C'est un comics que j'ai lu en une après-midi et qui, l'espace d'une ou deux heures, m'a fait oublier ma vie à moi et m'a transporté parmi ces beaux paysages, ces belles couleurs et cette histoire hyper éloignée de la mienne en fait, donc c'était hyper agréable.
J'ai enfin repris où je m'étais arrêtée l'été dernier dans La Roue du Temps et j'ai donc lu le tome 5, ce qui fait pour moi les tomes 9 et 10 en poche. Et waouh, c'était long. C'était très long, c'était lent. Ça fait 2-3 tomes là que La Roue du Temps, c'est tranquille, hein. Tranquille. Ça m'a fait hyper plaisir de retourner dans cet univers parce que finalement les mois ont défilé sans trop que je m'en aperçoive et ça faisait longtemps que j'avais pas lu un tome de La Roue du Temps. J'ai été très contente de retrouver les personnages, de retrouver l'histoire, de retrouver juste cette ambiance qui m'est hyper familière maintenant puisque j'ai lu 10 tomes en poche, c'est énorme, j'ai l'impression d'avoir passé énormément de temps dans cet univers et avec ces personnages. Mais je regrette encore ce petit manque de rythme qui me dérange pas tant que ça en soi, mais c'est vrai que je peine un peu à lire tout simplement, tellement c'est lent. En fait, plus j'avance dans La Roue du Temps et plus j'ai l'impression que c'est une histoire qui a été écrite de A à Z et j'ai le sentiment que c'est comme si l'auteur s'était dit bon, là je vais couper ici, ce sera le tome 1, là je vais couper ici, ce sera le tome 2, là ce sera le tome 3 et ainsi de suite. Parce que même si on a dans chaque tome un début, un milieu et une fin et que à chaque fois il y a un enjeu et qu'il faut le résoudre à la fin, c'est tellement long et je trouve que c'est tellement mal rythmé que ouais, le découpage paraît hyper arbitraire. Bien évidemment c'est une très longue saga donc on ne peut s'attendre qu'à ce qu'elle prenne son temps. Mais c'est vrai que quand je lis le tome d'une saga, je m'attends à avoir un début, un milieu et une fin. C'est con ce que je dis, mais je m'attends à ce que le rythme soit quand même assez bien réparti pour que tout au long de ce tome-là, on ne s'ennuie pas. Et pourquoi j'ai cette sensation que ça a été découpé un petit peu arbitrairement? Alors c'est que mon avis, hein, c'est hyper subjectif, mais par exemple dans ce tome, et là attention, je vais pas spoiler des trucs hyper importants, mais si vous êtes en train de lire La Roue du Temps et que vous voulez vraiment rien savoir, passez au livre suivant, je mettrai des petits timecodes. Mais donc par exemple, dans ce tome, on ne parle pas du tout, mais alors pas du tout de Perrine, je sais jamais comment on dit les prénoms. On ne voit pas Faye, on ne voit pas Loyal, tout ce petit groupe de personnages est complètement absent. À tel point que tu te dis mais je sais pas, est-ce qu'ils ont été oubliés? Autre exemple, Matt et Gwen, Moiraine et Lan, ils sont quasiment invisibles dans ce tome, alors que là, c'est un tome qui est quand même hyper long. On a été très focalisé sur Rand et sur les filles, Nynaeve et Elaine. Oh, j'ai eu un blanc, la pauvre. Donc voilà, on a ce petit déséquilibre entre les parties et entre les différents arcs des personnages qui me chagrinent un petit peu, mais bon. Je sais qu'on va les retrouver après, donc en soi c'est pas dérangeant, mais c'est vrai que si vous lisez un tome tous les 3-4 mois, vous risquez de perdre le fil quoi. Ensuite, je trouve qu'on a toujours ce problème de manque de finesse des personnages. C'est horrible parce que là je suis en train de dire tous les petits points qui m'ont dérangé alors qu'en soi j'adore cet univers, j'adore cette saga et vraiment à chaque fois je la lis avec plaisir, même si c'est lent, je prends plaisir à lire et à avancer lentement dans cette histoire. Mais bon, j'aime bien quand même mettre le doigt sur ce qui m'embête un petit peu. Je trouve que les personnages, ils ont évolué entre le début du tome 1 et la fin du tome 2. Et là, depuis le tome 3 en fait, je trouve qu'ils ne changent pas. Genre, je suis désolée et ça m'attriste de le dire, mais les femmes dans cette saga sont insupportables. Elles sont puériles. J'ai envie de les baffer alors que j'aimerais les aimer et je les aime bien, mais vraiment je voudrais pas passer ma vie avec elles. Quand je dis les femmes, je pense plus particulièrement à Elaine, Nynaeve, je ne sais pas comment on dit, et à Egwene. Autant je trouve que c'est hyper intéressant de mettre le doigt sur les conflits qu'il peut y avoir entre les personnages, parce que c'est vrai que quand tu lis une saga qui se déroule sur beaucoup de temps et que les personnages sont tout le temps les uns sur les autres et qu'ils doivent tout le temps vivre ensemble et qu'ils n'ont aucune intimité, qu'ils sont constamment dans la
proximité, oui, et la promiscuité, c'est surtout ça que je voulais dire. Je trouve ça intéressant que l'auteur nous montre que ouais, des fois elles se foutent sur la gueule, des fois elles ne peuvent plus piffrer, mais je trouve que c'est un petit peu too much. Je le disais dans ma dernière vidéo où je parlais de la roue du temps, Ninève, elle est constamment vénère. Constamment, mais pour rien du tout. Moi j'ai envie de lui dire, meuf, détends-toi, détends-toi. Et pourtant je suis bélier. Voilà, donc quand je lis, je suis un peu en mode... Vous êtes gênantes les filles. Allez, allez, on grandit, on mûrit un peu et on passe à autre chose. Hein. Aussi, une question que je me pose par rapport aux filles. Ça fait genre, je sais pas, 1 an que vous avez découvert vos pouvoirs, ok, vous avez eu un petit training à la Tour Blanche, viteuf. Comment ça se fait qu'elles sont aussi puissantes que des femmes qui ont appris à canaliser leur pouvoir pendant des années et des années et des années? Alors ok, il y a tout un truc de prophétie, ils descendent certainement d'un peuple qui était super puissant et dans leur sang coule le pouvoir. À un moment donné, le don n'égale pas des années et des années de pratique. Je suis désolée, là c'est mon côté pragmatique qui parle. Moi ça me fait un petit peu rire quand même quand je vois qu'elles peuvent défaire des personnages maléfiques qui sont... Enfin, qui devraient, je pense, être 1000 fois plus puissantes qu'elles. Ça me fait un petit peu tiquer. Est-ce que je suis très condescendante là quand même? Un peu, un peu. Un peu, mais j'aime bien dire ce qui me dérange. J'aime bien dire ce qui me dérange, donc laissez-moi faire. Est-ce qu'on parle de Rand? Ce personnage est tellement chiant. Genre, mais Rand, heureusement qu'il est bien entouré parce que il est inutile ce mec. La dernière fois, je regardais la vidéo de Perfect Flow qui a fait des dilemmes livresques et on lui demandait si t'étais coincé sur une île déserte, qui tu choisirais entre Rand, Matt et Perrin. Et elle disait, mais Rand, au secours, au secours. Et je suis tellement d'accord, au secours Rand, c'est ce personnage, il faut lui faire quelque chose qui fait qu'il est intéressant, parce que là c'est pas possible. Heureusement, Dieu merci, qu'il y a Aviendha avec lui, parce qu'Aviendha c'est justement un des rares personnages que j'aime suivre en ce moment parce que je la trouve hyper intéressante. J'adore les Aiel, je trouve qu'ils ont une philosophie très intéressante qui apporte pas mal à cette histoire. Attention au spoil, mais toujours pour continuer sur la trame de Aviendha et de Rand, le passage où ils sont passés dans un portail et qu'on découvre qu'il y a des dragons dans l'histoire. Mais j'ai trop hâte d'en savoir plus. Genre, quand j'ai lu ça, j'étais vraiment hypée. Et autre truc cool que j'ai trouvé, qui m'a vraiment fait accrocher à ce tome, c'est Birgit. Je sais dire aucun prénom en fait. Trop contente que ce personnage ait rejoint la team parce qu'elle est hyper intéressante. Elle a roulé sa bosse, Brigitte, tu vois, donc je pense qu'elle va leur apporter du bon et au moins ça fait un peu un personnage mature quoi. Ça fait du bien. Et puis sinon, à part ça, on a toujours les petits soucis dont j'ai déjà parlé aussi, qui sont de l'ordre du male gaze, hein, finalement, appelons un chat, et je ne sais pas sur quel pied lancer avec Robert Jordan. Un instant, je vais lire une phrase qui me dérange au plus haut point, et la page d'après, c'est girl power à fond. Et je me dis, mais ce n'est pas cohérent, je ne comprends pas. Par exemple, la deuxième partie, donc tome 10 en poche, page 170. Une phrase qui fait vraiment péter un câble et qui relève de la culture du viol, tout bonnement. Dans une telle tenue, pour sûr que cette femme ne serait guère en sécurité après le coucher du soleil. Et même avant en fait. Donc tu es habillé un petit peu transparent, tu as un petit décolleté, tu vas te faire agresser. C'est à cause de ta tenue. Là je lis ça, je me dis mais non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et ensuite, 12 pages plus tard, puisque là on est page 182, donc vraiment un battement de cils, on a un personnage féminin qui dit « Crois-tu avoir le droit de me dire comment je dois m'habiller? Pas un homme n'a ce droit vis-à-vis de moi ou d'aucune autre femme. Si je décidais de me promener nue, ça ne te regarderait pas. » Oui, mais oui. Mais du coup, vous voyez,
J'arrive pas à me situer en fait, c'est trop bizarre. Bref, on va arrêter ici pour la roue du temps. En tout cas, j'ai trop hâte de lire la suite. J'ai déjà déclamé mon amour plusieurs fois sur cette chaîne pour cette saga. Donc je vois pas trop l'intérêt de me répéter à chaque fois puisque c'est toujours les mêmes raisons hein, qui font que j'adore ces bouquins. Mais c'est vrai que à chaque fois, tome par tome, j'aime bien vous dire ce qui me dérange un petit peu puisque bah, ça peut évoluer au fil du temps, donc je trouve ça intéressant. Et puis si vous l'avez déjà lu aussi, le tome en question, on peut en discuter et ça c'est cool. Fin 2020, j'ai lu Carbone et Silicium puisque c'était mon cadeau de Noël de la part de Cornelius. Je pourrais pas vous montrer d'ailleurs des plans parce que je l'ai prêté, mais j'essaierai de vous trouver des photos pas trop dégueu sur internet pour vous mettre un petit peu les dessins. Carbone et Silicium, c'est la dernière BD de Mathieu Bablé que j'avais déjà découvert comme Singelin dans Midnight Tales. Et ici on va suivre deux intelligences artificielles qui s'appellent donc Carbone et Silicium, qui ont été créées de toutes pièces par les êtres humains et qui vont être commercialisées pour nous aider dans notre quotidien, pour accompagner des personnes malades en fin de vie. Donc ce sont des intelligences artificielles qui ont vraiment une conscience quasiment humaine, qui ont des émotions finalement. Et tout ça nous pose la question que moi j'adore à chaque fois qu'on parle d'intelligence artificielle, de l'éthique, des droits de l'homme. C'est des questions qui sont super complexes et qui sont abordées dans ce roman graphique, puisqu'ici les êtres humains ont donc créé des machines mais qui se rapprochent extrêmement de notre mode de pensée, de communication, et qui ressentent les choses comme nous on pourrait les ressentir, mais qui n'ont absolument pas les mêmes droits que nous. Puisque finalement c'est que des robots. Je veux pas vous en dire trop pour ne pas vous spoiler, mais on va donc suivre Carbone et Silicium qui vont tous les deux prendre des chemins différents dans leur vie et qui vont avoir des modes de pensée et des idéaux très différents. C'est une BD qui se déroule sur de nombreuses années, vraiment très longtemps, plusieurs centaines d'années il me semble, donc on voit vraiment l'évolution des deux intelligences artificielles et l'évolution du monde qui les entoure et donc des humains. Je ne vais pas vous mentir, c'est un point de vue qui est extrêmement pessimiste et même si ça a été une très bonne lecture, ce serait vous mentir que de vous dire que j'ai passé un bon moment parce que c'est très dur, c'est très sombre, c'est angoissant. C'est typiquement le genre de futur où je me dis mais pitié, faites que ça n'arrive jamais. Donc clairement si tu n'as pas le moral en ce moment, ne lis pas Carbone et Silicium, laisse-le pour une autre fois. Et donc ouais, comme je vous disais, ça a été une très bonne lecture, ça m'a fait m'interroger. Je me suis posé plein de questions. Je suis pas là pour dire oh moi j'y crois pas trop au futur que Mathieu Bablé nous décrit, on n'est pas là pour croire, pas croire. Mathieu Bablé ne prétend pas être Christine Haas, n'est-ce pas? Il a juste écrit son histoire et puis il nous l'offre et nous on la reçoit d'une certaine façon. Mais c'est vrai qu'en tout cas cette intelligence artificielle, je crois que c'est Carbone, celle qu'on va suivre principalement, sa façon de penser, son mode de pensée, ses idéaux, je suis pas du tout du même avis, mais encore une fois c'est une intelligence artificielle qui a été créée pour penser de telle et telle façon. A l'inverse on a Silicium qui avait un mode de pensée beaucoup plus humain, beaucoup plus individualiste. Ce que Carbone reproche par exemple au mode de pensée des humains, c'est finalement quelque chose qu'on va retrouver chez Silicium. Et voilà, c'est une critique de notre société, c'est une critique de la direction que prend notre société, c'est une critique légère mais des réseaux sociaux je pense, et en tout cas pas des réseaux sociaux en eux-mêmes mais de l'usage abusif qu'on peut en faire. C'est une critique de l'être humain et de l'individualisme dont on peut faire preuve. C'est une critique de notre mode d'autodestruction puisque on s'autodétruit, on détruit notre planète, enfin
Voilà, ça parle de plein de choses comme ça qui sont quand même importantes hein, et un petit peu profondes. Et comme je vous disais, c'est plutôt pessimiste et moi en tout cas je suis pas du tout en accord avec ce qui est transmis et ce qui est dénoncé, et je pense que au contraire on a... comment expliquer? C'est dur. Moi qui suis pas quelqu'un de particulièrement positive, optimiste, je me considère plutôt comme quelqu'un pas de négatif ni de pessimiste non plus, mais de réaliste et pragmatique en tout cas. Et là on était un petit peu voilà, dans un côté que moi j'ai trouvé très pessimiste, et je pense pas que tout soit si noir. En tout cas c'était très bien fait puisqu'on avait quand même un personnage qui était là pour contrebalancer justement toute cette noirceur, et c'est hyper intéressant de voir à quel point carbone et silicium sont à la fois complémentaires et ont été créés sur le même modèle mais ont pris des chemins différents, des chemins de pensée différents. J'adore les dessins de Mathieu Dablé, j'adore la façon dont il travaille ses couleurs, les paysages et les paysages urbains dans cette BD sont magnifiques. Moi je suis un petit peu moins fan de la façon dont il dessine les visages, mais c'est très personnel, il a sa patte. Comme je vous disais, c'était pas le moment de lecture le plus jovial, mais c'est pas forcément toujours ce qu'on recherche. Hein. Donc très bonne lecture, mais que moi j'ai pris avec un petit peu de distance parce que... J'en ai marre de blablater en fait. Deuxième cadeau de Noël de la part de Cornelius, il m'a offert, d'ailleurs c'est trop marrant parce que à Noël on s'est tous les deux offert un roman de Brandon Sanderson et une BD de Mathieu Dablé, trop drôle. Il m'a offert Skyward, le dernier roman de Brandon Sanderson qui ne s'inscrit pas dans les archives de Rochard. Je pense que tout Booktube a déjà lu Skyward, que ce soit le Booktube francophone, anglophone, toute la terre a déjà lu Skyward, et moi je débarque après la guerre, que voulez-vous, on se refait pas. Skyward c'est vraiment le roman dont j'avais besoin en ce début 2021 parce que je l'ai lu en janvier à un moment où j'étais à deux doigts de me tirer une balle. Hein. J'avais besoin de cette évasion et de ce divertissement pur que m'a procuré Skyward. Ici on suit Spin qui est une jeune fille qui vit sur une planète qui s'appelle Détritus. L'humanité s'est réfugiée sur cette planète 2 ou 3 générations avant la sienne. Avant ça ils vivaient dans l'espace et puis un jour ils se sont écrasés ici et ils ont dû faire leur vie sur Détritus. Pourquoi cette planète d'ailleurs s'appelle Détritus? Parce qu'elle est ceinturée d'espèces de détritus, hein. Voilà, je sais pas pourquoi je cherche mes mots, c'est aussi simple que ça. Tout ça rend l'exploration de l'espace un petit peu difficile. De toute façon, ils n'ont pas beaucoup les moyens de visiter l'espace. Et en plus, il y a des extraterrestres, on ne sait pas d'où ils sortent, on ne sait pas exactement de quoi ils sont faits, quel est leur mode de pensée, à quoi ils ressemblent, on ne sait rien d'eux. Mais ces extraterrestres les attaquent sans relâche assez ponctuellement et rendent leur vie plutôt impossible, et en fait ils ont une flotte spatiale qui est presque réduite à néant, et donc on cherche des pilotes constamment pour les former et pour qu'ils défendent la planète. Le problème c'est que on est dans une société régie, pas en caste, mais qui est quand même très hiérarchisée, et tout le monde n'a pas le droit de devenir pilote. Il faut être soit extrêmement riche, soit extrêmement doué, et encore que si tu es dans les bas-fonds de la société, tu n'as pas beaucoup de chance, ce qui est le cas de Spin, puisque son père a été qualifié de lâche, puisqu'il y a eu une bataille il y a plusieurs années, pendant laquelle son père les a abandonnés en fait, donc il a été abattu. Et du coup, elle est complètement reniée. C'est la fille d'un lâche, elle n'a droit à rien, elle n'a aucun avenir, et pour tout vous dire, elle passe sa vie à bouffer des rats qu'elle a chassés elle-même dans le fin fond d'une caverne. Voilà, ça fait pas très envie. Bien évidemment, il n'y aurait aucun enjeu si elle n'avait pas pour rêve de devenir pilote comme son père, même si ça a l'air plutôt mal barré pour elle, hein, puisqu'on va lui mettre des bâtons dans les roues, clairement. Je vous laisse découvrir ce qui va se passer. C'est la première fois que je lis
Sanderson en science-fiction et plutôt jeune adulte, puisque là les personnages ont 16-17 ans. Spin, c'est un personnage qui n'est pas spécialement agréable. Elle est très vénère et elle a de quoi, mais c'est vrai qu'elle est tout le temps dans le conflit. Elle n'a pas une vie facile, c'est clair. Mais des fois, pareil, j'avais envie de dire, meuf, juste détends-toi 2 secondes. Tu verras, je te jure, c'est bénéfique. Mais j'ai adoré tous les autres personnages secondaires qui sont très nuancés finalement, et plutôt bien écrits, et plutôt bien... ouais, réaliste et tangible. Comme je vous disais, c'est vraiment le divertissement dont j'avais besoin. J'ai passé un super bon moment, il y a tout le temps de l'action. Cette espèce de mystère sur les extraterrestres, je l'ai trouvé hyper haletant, et en même temps, à chaque fois que je lis des romans comme ça où il y a beaucoup de secrets, je ne comprends pas pourquoi les gens se posent pas de questions. Genre là ils sont dans une société où ils se font constamment niquer la gueule par des extraterrestres dont ils ne savent rien, et je me dis je sais pas, faites quelque chose, genre faites des recherches, je comprends pas, personne se pose la question, ils sont un peu tous embrigadés dans une certaine façon de penser, et j'ai l'impression que personne se pose de questions à part 2-3 personnes, et ça me fait toujours un peu bizarre. Heureusement qu'on a 2-3 personnages qui sont un petit peu moins teubés que la normale, mais ouais, en tout cas au début c'est vrai que ça me fait toujours un peu bizarre, parce que toi t'as conscience du mystère tout de suite, et tu te dis vous vivez comme ça au calme, genre y a rien qui vous dérange. En tout cas c'était vraiment une bonne lecture. Là pour le coup Sanderson il gère son rythme, il gère ses personnages, on s'ennuie pas, c'est bien foutu, on alterne entre des scènes d'action et des scènes un petit peu plus calmes, un petit peu plus introspectives, et c'était trop bien. J'ai vraiment hâte que la suite sorte, et d'ailleurs il me semble que c'est prévu pour fin 2021 si je dis pas de conneries, il me semble avoir vu ça quelque part, je suis pas sûre. Mais j'ai trop hâte de lire ça. Bon, j'ai parlé pendant 100 ans, donc je vais m'arrêter là. C'est tout pour mes lectures de ce début d'année. Je trouve que je commence l'année, alors je lis pas très vite en ce moment, mais je fais que des bonnes lectures, et ça, c'est cool. J'espère que vous lisez les trucs qui vous font plaisir en ce moment. D'ailleurs, j'espère que ça va, hein. Parce que la vie c'est un petit peu de la merde hein, depuis quelques temps. Mais j'espère que vous tenez bon, continuez à lire, continuez à vous évader, continuez à faire des trucs qui vous font du bien. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.